Bon, déjà, je doute d'avoir autant d'éloquence que mes prédécesseuses. Je vais faire de mon mieux, mais j'ai un peu trop éprouvé les techniques d'épuisement de Caroline durant les 10 derniers jours, donc voilà. Donc moi, je propose une réflexion finalement assez formelle sur ma démarche artistique, mais qui va pas mal résonner, je pense, avec tout ce qu'on a déjà entendu, que j'appelle programmer des dérives. Et il s'agit pour moi, avec ce travail, de réfléchir à des manières d'habiter un écart entre science et fiction. Donc moi, je suis Guillaume Pascal, pour ceux qui ne le savent pas déjà, artiste-chercheur. Je suis candidat au doctorat études et pratiques des arts à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et membre du réseau québécois de chercheuses Hexagramme, et aussi membre du groupe de recherche Outer Space and the City, co-dirigé par Ali Jarry de l'Université Concordia, et par Marie-Pierre Brochet de l'Université de Toronto, que vous avez peut-être eu la chance d'écouter la semaine dernière, qui est venue nous présenter son livre sur le féminisme spatial. Voilà un certain temps que j'opère un travail de recherche-création qui consiste en une approche formelle et réflexive de l'environnement technoscientifique contemporain, au sein duquel s'enchassent tous les jours un peu plus vision et opération. J'ai eu la chance de pouvoir développer ce travail de recherche, notamment avec le groupe de recherche Au-delà des images opératoires, auquel Caroline Bernard faisait partie aussi, entre 2016 et 2020, donc composé de chercheuses donc de l'UQAM et de l'ENSP. En fait, c'était Caroline, la chercheuse de l'ENSP. Euh, Avec ce groupe de recherche, on a développé une réflexion autour du concept d'image opératoire, engagé par Haroun Farouki, qui sont, pour le résumer assez succinctement, des images faites par et pour les machines, qui sont l'empreinte de dispositifs automatisés. Plus particulièrement, moi, mon travail s'est intéressé à porter un regard sur l'édification de l'infrastructure verticale de contrôle et de gestion planétaire, échafaudée au moyen du développement conjoint des engins destinés à prendre l'air et des différents appareils de prise de vue. Mais aussi et surtout à la manière dont cette infrastructure reconfigure notre inconscient géographique collectif selon la systématisation d'une perception quantitative décollée et plongeante de l'environnement terrestre. De cette réflexion et de ce travail de recherche a émergé deux œuvres situées pour moi au nadir et au zénith de ce dispositif de vision planétaire. D'abord L'homme aux caméras, qui est une réactivation du kinoglace de l'homme à la caméra de Vertov, qui a depuis laissé place aux yeux électroniques portés par des randonneurs équipés par Google, afin de modéliser les espaces terrestres inaccessibles aux véhicules de la firme californienne. Et ensuite, un deuxième projet qui s'appelait Memento Mori, qui lui se situe au zénith de ce dispositif de vision planétaire, et qui anticipait l'orbite d'un satellite de veille géographique autour de la Terre, selon sa position en temps réel projetée dans un siècle, et qui présentait le scénario dystopique selon lequel les continents seraient émergés sous un immense océan. Par la suite, je suis parti avec Jean Dubois, donc, qui était directeur du groupe de recherche avec lequel nous travaillons avec Caroline. Nous avons été à la vallée de la mort et on a tourné une série de plans séquences qui examinaient les déplacements énigmatiques d'une communauté errante dans le désert. Ce projet, il était inspiré à la fois par le caractère prospectif de l'imagerie opératoire, mais aussi par la dimension prémonitoire du roman Le Dernier Homme, considéré comme un des premiers romans de science-fiction moderne, de Mary Shelley, qui jouait en voix off et défilait sur un écran suivant les formes de présentation du projet. Il y a eu plusieurs itérations du projet, notamment à l'ENSP durant In Vivo en 2020, avant la fin du monde. De ces projets autour de l'imagerie opératoire et de cette expérience du désert, j'ai commencé à engager une réflexion autour d'une coïncidence entre le régime opératoire de représentation, qui soit terrestre et martien. On a vu ce matin avec Violaine, donc les robots, les satellites qui opèrent donc tout un travail de cartographie de Mars, qui finalement est assez analogue au régime opératoire selon lequel opèrent les modes de gouvernance terrestres. Et ça m'a permis aussi d'engager un questionnement autour des conditions d'habitabilité des deux planètes, alors que notre devenir sur Terre semble de plus en plus précaire. Et qu'en guise de solution, Elon Musk notamment réitère en avril 2022 son ambition d'installer 1 million d'individus sur Mars d'ici 2050. Ou encore que Jeff Bezos, lui, prévoit de déplacer les industries polluantes dans l'espace en guise de réponse aux enjeux climatiques qui nous accablent sur Terre. Du coup, j'ai engagé un nouveau cycle de recherche-création au niveau doctoral, lié à l'imaginaire spatial et lié à un dialogue possible entre la Terre et Mars. Cependant que celui-ci décoïncide avec l'esprit de conquête, d'extractivisme et de privatisation que dénonçait aussi ce matin Violaine, aujourd'hui mis en œuvre par de nombreux acteurs privés qu'on vient de citer. Et alors qu'il est plus probable que l'on soit en passe de marsoformer la Terre avant même de pouvoir penser terraformer Mars. Alors moi, ça me fait toujours beaucoup marrer, effectivement, parce qu'on parle souvent beaucoup de cette idée de terraformer Mars comme quelque chose de vertueux, où on allait soudain avoir des superbes forêts et un ciel bleu magnifique.
Cependant que sur Terre, on est déjà en train de dénoncer ce qu'est l'anthropocène, mais qu'est-ce que la terraformation si ce n'est un anthropocène déplacé sur Mars? Donc quand on voit ce que ça donne sur Terre, on se dit qu'il vaut peut-être mieux pas qu'on y mette trop les pieds, parce que les pierres vont pas être très contents du voyage. Donc pour moi, envisager un tel dialogue entre Mars et la Terre, c'est un peu à l'exemple de ce que nous expliquait ce matin Violaine dans le domaine scientifique. C'est plutôt, dans mon domaine artistique en tout cas, une exigence critique vis-à-vis le milieu des arts médiatiques auquel j'appartiens, et dont la production participe bien trop souvent à faire la promotion d'un spectaculaire technologique. Mais c'est aussi questionner les imaginaires de science-fiction, comme Thomas Michaud le dit, que l'imaginaire technique qui remplit les ouvrages de science-fiction constitue un flux d'images symboliques propres à conforter une idéologie technologique. Donc moi j'ai commencé à m'interroger à cette idée de science-fiction qui nous est souvent présentée comme quelque chose de monobloc, ce mot science-fiction qui nous est donné d'un seul tenant. Donc la science-fiction, c'est le genre littéraire et cinématographique qui invente des mondes, des sociétés et des êtres situés dans des espaces-temps fictifs, souvent futurs, impliquant des sciences et des technologies. C'est aussi un imaginaire qui appartient à cette tendance qui intègre la technologie dans la pensée du futur. Et c'est enfin un espace narratif pour lequel chaque nouvelle frontière technologique dépassée donne lieu à de nouveaux récits et participe à l'idée que chaque crise peut être surmontée au moyen d'une solution technopolitique ou technoscientifique. Or, comme le souligne l'astrophysicien Aurélien Barraud, notre problème aujourd'hui n'est pas tant technique que axiologique et ontologique. Du coup, je propose, au-delà d'imaginer des projets qui envisagent des nouvelles solutions technologiques, c'est d'opérer une espèce de séparation entre science et fiction. Et de commencer à travailler un écart entre science et fiction qui permette d'envisager des œuvres qui consistent plutôt donc, à travailler l'écart entre les notions de science et de fiction, et cela presque paradoxalement, pour ma part, au moyen d'une pratique en art numérique. Pour cela, moi, j'opère ce que j'appelle un travail de bricolage. Ce travail de bricolage consiste en assemblage d'images, de sons, de discours, de données, de programmes et de dispositifs électroniques, avec pour idée de générer un jeu de tension et de négociation entre science et fiction. Alors, cette notion de bricolage, Claude Lévi-Strauss l'opposait à la figure de l'ingénieur, l'homme du projet et du concept, donc à la figure du bricoleur qui, lui, crée avec les moyens du bord, à partir d'un stock d'objets accumulés sans projet précis, une science de la spéculation qui s'adresse à une collection de résidus d'ouvrages humains, parle avec et au moyen des choses et raconte des processus. Pour Françoise Audin, le bricolage, il s'agit d'une méthodologie de l'imaginaire et de la recherche en tant qu'elle exige un moment d'invention, d'improvisation et d'aventure. Pour Hugues Bazin, enfin, il s'agit de la prise en compte de l'aléatoire, de l'absence de projet au profit du processus et d'un dialogue entre les matériaux pour envisager de nouvelles formes. Alors pour moi, cette définition de bricolage, étonnamment, elle résonne énormément avec ma manière d'aborder la programmation. Quand je parle de programmation, je parle surtout de programmation informatique, c'est de ce domaine-là dont je viens, et ce que je désigne donc sous le terme de dérive programmée. Les dérives programmées, c'est pour moi une approche qui consiste à programmer un espace susceptible de générer des écarts, du mouvement et de l'inattendu. Pour cela, il s'agit d'introduire au sein d'un dispositif des processus de mise à jour qui modifient les conditions de l'expérience par des opérations de règlement. Pour mieux comprendre le concept de dérive programmée, je propose d'opérer une généalogie des systèmes logiques binaires à l'œuvre en informatique et en programmation qui ont été formalisés par Leibniz en 1703 et qui pourtant ont pour origine un traité de cosmologie antique chinois appelé le Yi Jing. Le Yi Jing, littéralement, ça veut dire le livre des transformations. Han Sheng considère dans l'histoire de la pensée chinoise qu'il s'agit en premier lieu d'un système de notation d'actes de divination. Le livre appartient à une longue tradition chinoise de rationalité divinatoire, cependant qu'il s'en distingue par un niveau d'interprétation moins immédiat, plus abstrait, fondé sur le calcul et les nombres. Voilà pourquoi l'emploi du Yi Jing, tel qu'il est pratiqué encore aujourd'hui, nécessite un tirage préalable. Il s'effectue traditionnellement au moyen de tiges d'Achillée, selon le protocole décrit par Léon van der Merch et cité par Cheng. Il s'agissait d'obtenir, comme signe chiffré de la nature du phénomène considéré, un nombre, qui ne pouvait être que 6, 7, 8 ou 9. L'opération était répétée 6 fois de suite. Les 6 résultats, au lieu d'être exprimés par des chiffres, l'étaient par des monogrammes, qui n'étaient que de 2 sortes, car c'était surtout les propriétés de pair et de l'impair qui se trouvaient prises en considération. Au fur et à mesure que les 6 bases étaient obtenues, l'achilléomancien disposait leur expression monogrammatique les unes au-dessus des autres jusqu'à la figuration d'une figure appelée gua, terme technique que nous traduisons par hexagramme.
L'achilléolomancie du I Ching n'accorde pas d'importance aux valeurs numériques. Son intérêt porte plutôt sur les parités mathématiques pair-impair d'une série de 6 monogrammes pleins ou brisés, formant un des 64 hexagrammes possibles. Donc là, vous avez les 4, le 6, le 7, ou 8 ou 9 potentiels pendant le tirage. Alors, il faut savoir qu'il y a des traits mutants et il y a des traits stables. Donc en fait, le yin mutant, c'est un yin vieux, qui est donc sujet à la transformation. Et lorsqu'on tire un trait mutant, celui-ci va se transformer en trait yang. Et ainsi, à chaque tirage, vous avez donc le potentiel de devenir de ce tirage-là, qui fait qu'en fait, on est dans un moment de transformation permanent. Donc là, vous avez une représentation des 64 hexagrammes du Yiking. Ces inscriptions contiennent les caractères les plus spécifiques de l'écriture et de la rationalité chinoise, qui n'oublieront jamais leur origine divinatoire. Le rationalisme divinatoire, selon la caractérisation qu'en donne Léon van der Merch, repose sur une logique des formes, sur une morphologique. D'un événement à un autre, le rapport que fait constater la science divinatoire ne se présente pas comme une chaîne de causes et d'effets intermédiaires, mais comme un changement de configuration diagrammatique, signe de la modification globale de l'état de l'univers nécessaire à toute nouvelle manifestation événementielle, si infinitésimale qu'elle soit. Le rationalisme divinatoire s'oppose ainsi au rationalisme théologique, qui interprète chaque événement comme produit par la volonté divine, comme prenant place dans un agencement divinement conçu de moyens en vue de fins transcendantes, suivant une téléologie conduisant à l'exploitation de la relation de moyens à fins, c'est-à-dire de la relation de cause à effet. Cheng, rapportant les mots de van der Merch, nous invite à distinguer la raison divinatoire d'une perception occidentale classique de la raison. Cette distinction nous propose de programmer la dérive au prisme d'une tradition réflexive chinoise marquée par le jeu et le tirage au sort, auxquels nos systèmes informatiques sont liés par le I Ching et la logique binaire. Dans ce cadre, programmer consiste bien à anticiper des règles, mais selon les conditions d'un réglage, car les règles ne sont pas des règles dans un domaine où il s'agit de répondre à des conjonctures ou des situations toujours uniques. L'idée d'un règlement prend alors le sens d'une médiation, d'une négociation. On ne cherche plus une destination, mais comment se régler avec l'indéterminabilité de la destination au rythme des situations rencontrées. Pour le dire plus simplement, là où dans la prospective de la science-fiction classique, on est plus dans un travail statistique et de projection, avec une approche de la dérive programmée, on est plus dans un désir d'expérience heuristique. De fait, il faut envisager une relation à l'ordre distinct de l'ordre objectif de la pensée occidentale. La notion d'ordre dans la pensée chinoise traditionnelle s'articule autour de l'idée d'ordonnancement rituel. Elle implique un ordre dynamique qui compose avec des situations mouvantes. Dans le cadre de ma recherche, l'ordre pensé comme agencement de concepts stables cède ici la place à l'ordonnancement de mouvements indécis. Nous passons alors d'un ordre de lettres au processus en développement qui s'affirme, se vérifie et se perfectionne au fur et à mesure de son devenir. Établir le cadre d'une dérive programmée suppose alors un cadrage dynamique soumis à une mise à jour ou à une remise en jeu. Il conviendrait de parler d'une pensée d'emblée en situation et en mouvement, à la manière de la perspective cavalière en peinture, qui, au lieu de supposer un point de vue idéal fixe, se déplace avec le regard à l'intérieur de l'espace pictural. Nous pourrions dire que penser des dérives programmées invite à passer d'un esprit de potier à celui de lapidaire, distinction proposée par van der Merch, de nouveau citée par Cheng. Si la pensée grecque est empreinte de l'esprit du potier, lequel travaille la masse amorphe de l'argile rendue d'abord parfaitement malléable, puis tournée entièrement à l'idée de l'artisan, nous avons vu que la pensée chinoise était marquée par l'esprit du lapidaire, lequel fait l'expérience de la résistance du jade et emploie tout son art seulement à tirer parti du sens des strates de la matière brute, pour dégager de celle-ci la forme qui y préexistait et dont nul ne pouvait avoir l'idée avant de la découvrir. D'où la connivence de deux homophones, li pour l'ordre naturel et li esprit rituel. Ce dernier n'étant pas une grille apposée de l'extérieur sur l'univers, mais la nervure même de l'univers qu'il s'agit de retrouver, de faire réapparaître, de révéler au sens photographique du terme. Dans Recursivity and Contingency, Yu Kui se rapproche d'une distinction semblable. Il propose d'envisager la contingence non comme une donnée statistique, mais comme ce qui coexiste avec tout mouvement. Pour lui, un mouvement est un événement qui a lieu dans le temps et l'espace. Il prend pour exemple une chaise que l'on voudrait saisir, qui instantanément définit la finalité de ce mouvement. La chaise doit être saisie. Or, cette finalité est aussi la cause ultime du mouvement, puisque reprenant la formule latine d'usage, nihil n es sin ratione. Dans un mouvement tel que pensé par Hui, origine et finalité se confondent. La fin justifie le moyen.
De là, il propose d'envisager la contingence comme une nécessité fonctionnelle dont la signification varie en fonction de la nature du mouvement. D'abord, il propose un premier mouvement qu'il appelle mouvement mécanique linéaire, dont la finalité prédéfinie s'enchaîne linéairement à ses causes. Donc c'est la relation qui va de A vers B, vers C, vers D. Lui nous indique que selon un tel canevas, la contingence prend la forme d'une erreur, car elle n'est pas attendue, elle pourrait arriver comme aléa potentiel, mais n'est ni souhaitée ni souhaitable. C'est tout à fait le genre de mésaventure qu'aurait pu prendre de court l'artisan potier décrit par Van der Merch. En revanche, Yuqui nous propose un second mouvement qu'il appelle mouvement non linéaire doté d'autofinalité. Un tel mouvement repose sur une finalité elle-même situationnelle qui fluctue, varie, selon l'évolution de la situation. Nourri par les quelques enseignements dispensés par le Yijing, Hansheng ou Yuqui, on comprend déjà que programmer la dérive ne réside pas dans l'anticipation d'éventuelles contingences à venir. Il s'agit plutôt d'un modus operandi pour lequel la contingence devient une nécessité fonctionnelle à son devenir. La contingence est ici attendue, non comme événement probable pour lequel il faut se préparer, mais comme nécessité propre au mouvement engendré. L'imaginaire couvre une dérive programmée permet ainsi d'aménager un espace dynamique de règlement, de négociation et d'inattendu, où tout peut être remis en jeu, selon un cycle oscillant entre syncope, une forme de perte de connaissance, et réanimation, qu'on pourrait aussi appeler mise à jour ou actualisation. En guise de métaphore de ce mode de fonctionnement de dérive programmée, moi j'ai toujours été fasciné par les erreurs 404. Une erreur 404, c'est cette page qui ne s'affiche pas, ce contenu qui ne vient jamais, auprès duquel il y a un jeu d'adresse, c'est-à-dire on est réadressé vers une page d'erreur, qui implique donc une syncope. Le contenu s'est évanoui et il n'est plus là. Il nous faut alors négocier avec le navigateur, actualiser, vider le cache, faire un refresh, faire un reboot, sorte de suspense narratif. Aurons-nous affaire avec le contenu initialement attendu ou à autre chose? On ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver. C'est à partir du rafraîchissement de la page qu'on peut voir si effectivement quelque chose va finir par arriver. J'actualise mon navigateur comme je programme des dérives telles que Mallarmé lance les dés ou qu'un achilléomancien tire le Yijing. Contingence nécessaire pour établir les conditions d'un retour, boucle après boucle, lancé après lancé, tirage après tirage. En guise d'exemple de dérive programmée, je voudrais vous parler d'un petit jeu vidéo qui s'appelle Baba Is You. Je ne sais pas si les gens ont eu la chance de jouer à ce jeu, créé par Arvi Teikari en 2017. Alors dans Baba Is You, vous incarnez l'espèce de, enfin à la base, vous incarnez l'espèce de petit personnage blanc que vous voyez en bas. Et certaines conditions sont placées dans le monde. Donc là, nous avons le premier niveau. Vous voyez qu'il y a plusieurs conditions. Baba Is You, donc vous êtes bien la petite entité bleue. Vous avez Wall is Stop, donc les murs bloquent le passage. Et vous avez des mots qui sont séparés les uns des autres, qui, dans l'absolu, voudraient dire que Flag is Win. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait gagner en regagnant le drapeau. Donc là, on voit que notre personnage est bloqué à travers les murs. Or, si vous commencez à déplacer le stop, par exemple, ou le wall, il n'y a plus de wall is stop. Donc à ce moment-là, les murs sont à nous. Il y a une reconfiguration de l'espace, on peut passer à travers les murs, et on peut à ce moment-là commencer à recomposer Flag is Win pour alors gagner. On pourrait aussi tout à fait imaginer qu'une fois après avoir fait tomber les murs, hop là, on pourrait tout à fait imaginer que Baba devient, le wall is you, vous seriez à ce moment-là en train de devenir le mur, et le mur pourrait se déplacer complètement pour peut-être éventuellement vous faire gagner la partie. Ce qui est très intéressant avec ce jeu vidéo-là, c'est que dans le fond, vous êtes libre de reconditionner le monde tel qu'il vous convient afin d'arriver à vos fins. Un autre exemple de dérive programmée, c'est un projet que j'ai réalisé en 2014 et qui continue à fonctionner en ligne, qui s'appelle Projet Basile. Il s'agit d'un drone imaginaire qui a décollé de l'Université du Québec à Montréal en 2014 et qui, depuis maintenant près de 10 ans, enfin 9 ans, circule à travers le monde au fur et à mesure des contingences du vent. C'est-à-dire que l'entité mesure la vitesse et la direction du vent à un moment donné, circule pendant 1 minute à cette vitesse et selon cette direction, et opère une mise à jour. À partir de cette mise à jour, elle redemande quelles sont les contingences du vent, récupère à nouveau la vitesse et la direction du vent, et se retrouve comme ça à divaguer à la surface du monde en fonction des aléas du vent. Au travail autour des dérives programmées, j'ai créé un instrument qui s'appelle Octo, que j'ai baptisé un instrument de démesure, avec lequel je compose de la musique générative. Il s'agit de faire entrer des flux de données,
Ça peut être toutes sortes de choses. Je travaille notamment avec des déplacements de satellites ou de sondes spatiales. Et ces données brutes, en fait, sont démesurées. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles passent dans la machine, elles sont ramenées une sorte d'ontologie plate de 0 et de 1, un peu à la manière du Viking. Et en fait, à ce moment-là, peut être généré toutes sortes de choses. Donc de la musique, on pourrait imaginer générer des images. Cette série de 0 et de 1 fait office de terreau à des possibles à nouveau disponibles. Là, en l'occurrence, il s'agit de matrices de notes qu'on peut paramétrer et qui sont renvoyées vers des synthétiseurs. Et après, il est possible de moduler le son, les séquences, etc., comme bon nous semble, en fonction en travaillant les contingences du satellite. Ou alors, je travaille actuellement avec un jardin, ou en travaillant les conditions de développement des plantes, l'humidité des sols, la température, le vent, enfin tout un tas de conditions en fait, qui modifient l'expérience. Ça, c'est un exemple de dispositif déployé au Planétarium de Montréal, où je travaillais justement avec les déplacements de la sonde voyageur et de la distance qui sépare la sonde voyageur en temps réel de la Terre. Ce qui nous amène à Spatiavalesque, une sorte de dérive programmée qui recoupe un peu mes intérêts pour Mars, et aussi la question de la dérive programmée. Alors on parlait d'habitabilité ce matin et de programmation, donc on a un bel exemple de bâtiment programmé avant tout pour être vu depuis l'espace, puisque l'architecte du bâtiment a avant tout pensé l'édifice pour être vu depuis l'espace et former un appareil photo, sans nécessairement se soucier de tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Donc on est dans cette logique d'imagerie opératoire, entreprise depuis l'espace, dans laquelle le bâti se considère de surplomb, sans nécessairement se préoccuper de ce qui se passe sur Terre. Donc on a joué le jeu jusqu'au bout, on s'est dit, puisque c'est un bâtiment décollé, et qui a une vocation à être décollé, on n'a qu'à considérer que c'est un vaisseau spatial, et jouons cet écart entre Mars et la Terre directement depuis le bâtiment, en transformant ce bâtiment en vaisseau spatial. Ce qui a donné l'événement dont Caroline ce matin vous a montré les vidéos. Et au sein de l'espace, en fait, on avait expurgé avec les étudiants et les étudiantes tout le mobilier, et on redessinait les espaces avec du tape coloré, afin de redéfinir à chaque fois les fonctions du bâtiment et les fonctions des espaces qui étaient occupés, espaces qui étaient à nouveau redécollés et qui étaient redéployés dans le temps en fonction des activations et du programme. Et enfin, on avait développé une horloge que j'ai ouverte ici sur la table, une espèce de chronomètre en fait qu'on avait lancé en début de soirée et qui mesurait le temps à la fois en secondes martiennes et en secondes terrestres. Sauf que, contrairement à ce que tu as dit, c'est pas 2 fois plus long, c'est 1,0275% plus long une seconde sur Mars. Donc ce qui faisait qu'à mesure, de façon très lente, à mesure que le chronomètre avançait, l'écart se creusait entre le temps perçu sur Mars et le temps perçu sur la Terre. Et on a mesuré comme ça pendant toute la soirée la durée de l'événement. Voilà, la présentation. Oh, moi, j'ai pas le droit de